C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ces images de Kibumba, cette ville au centre des combats entre le M23 et les FARDC. Hier, les rebelles affirmaient qu'ils en avaient pris le contrôle. Les autorités congolaises avaient démenti. Pour l'instant, les combats font rage dans cette ville, à une vingtaine de kilomètres de Goma. Nous écouterons un membre des forces de l'ordre dans ce journal. Ces expulsions d'étrangers en Guinée équatoriale, depuis quelques semaines, elles se multiplient. Les ressortissants camerounais renvoyés chez eux sont nombreux. Le pays affirme expulser des étrangers en situation irrégulière, alors qu'il a acté en 2017 la libre circulation de personnes entre la communauté d'États d'Afrique centrale. Reportage à suivre. Et puis la COP27 qui touche à sa fin et l'agriculture est au cœur des préoccupations sur le continent, un secteur polluant et à la fois très impacté par le réchauffement climatique. Kibumba est le dernier verrou sécuritaire avant la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Les combats à l'arme lourde y font rage depuis quelques jours. Les FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo, ont même engagé 2 avions de chasse contre les rebelles. Le M23 qui affirmait hier avoir pris le contrôle de la ville, ce que dément l'armée congolaise et les forces de l'ordre. Écoutez. Je crois que vous êtes en train de suivre ce qui se passe. Nous sommes sur le champ de bataille comme tel, au front. Donc nos militaires sont là, vers Kibumba. Alors je rassure à la population de façon qu'elle soit calme. L'armée est en train, disons, de travailler comme il se doit. Vous rassurez que Kibumba est sous contrôle des forces? C'est sous contrôle, mais comment moi, la police, je suis là? C'est pour confirmer effectivement que la police est sur place, là où se trouve l'armée. Hier, on vous montrait des images du 2e bataillon kényan déployé à Goma, dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Une centaine de soldats de la force régionale est-africaine envoyés sur place pour lutter contre les milices rebelles du M23 qui se livrent à d'intenses combats, je vous le disais, contre l'armée congolaise. Une de nos équipes a pu prendre l'avion qui a acheminé ces soldats kenyans de Nairobi vers l'est de la RDC. Reportage signé Bastien Renouille. 2 mois après l'autorisation du déploiement de la force est-africaine en RDC, ces troupes kenyanes sont missionnées pour combattre dans le Nord Kivu. Et ce n'est qu'à quelques minutes de l'embarquement que l'objectif de leur opération se précise. Nous n'allons pas affronter les groupes hostiles. En premier lieu, nous allons créer des conditions favorables à une solution politique. C'est un objectif très important. Nous devons aider les forces de sécurité congolaises à désarmer et démobiliser les belligérants. À bord de ces 2 avions, 100 hommes qui vont être déployés à Goma. Ils vont superviser les opérations de la force est-africaine et vont aussi préparer l'arrivée des troupes combattantes kenyanes qui devraient poser le pied en République démocratique du Congo au cours des prochains jours. Le Parlement kényan a approuvé l'envoi de plus de 900 soldats. Mais la façon dont ils vont coopérer avec l'armée congolaise ne semble pas totalement définie. Beaucoup de choses vont changer et nous allons évoluer dans une mission offensive afin de ramener la paix dans notre pays, la RDC, avec en priorité le M23. Si la RD Congo souhaite attaquer le groupe rebelle, le Kenya semble plutôt tourné vers la mise en place d'une stratégie défensive. En tant que commandant de cette force, tout est très clair pour moi. Nous sommes ici pour protéger et défendre l'aéroport international de Goma, ainsi que le quartier général de l'armée, pendant que le processus politique suit son cours. Difficile de dire pour l'instant combien de temps cette opération de stabilisation de l'Est de la RDC va durer. Les troupes kenyanes et les troupes de la force est-africaine ont un mandat de 6 mois, un mandat qui pourrait être renouvelé si nécessaire. Depuis quelques semaines, des centaines d'étrangers africains vivant en Guinée équatoriale, des Camerounais pour la plupart, sont expulsés vers leur pays. Une situation incompréhensible puisque la Guinée équatoriale a signé en 2017 un accord de libre circulation avec les 6 États de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Pour beaucoup, ces expulsions sont liées à l'approche du scrutin présidentiel en Guinée équatoriale. Il se tiendra ce dimanche. Reportage de nos correspondants Marcel Amoko et Luc Armel Ngouo. Nous sommes comme ça.
Quelques matelas épars et des détenus couchés à même le sol. Nous sommes dans une prison de Mongomo en Guinée équatoriale. Sur cette vidéo amateur postée sur les réseaux sociaux, des ressortissants camerounais jetés en prison en attendant d'être rapatriés dans leur pays. Une vidéo qui a poussé beaucoup d'autres immigrés camerounais à rester terrés chez eux et à lancer un appel désespéré aux autorités camerounaises. Nous sommes bloqués dans les maisons, nous sommes bloqués. Il n'y a pas possibilité de sortir. C'est vrai, le consul a pris les engagements, mais ça ne suffit pas. Les Camerounais nombreux en Guinée équatoriale. Venez nous aider. Sur cette vidéo, des arrestations musclées d'étrangers qui se poursuivent en Guinée équatoriale. Rapatrié à Yaoundé, ce père de 4 enfants a choisi de témoigner sous anonymat par peur de représailles. Son épouse vit toujours cachée en Guinée équatoriale où il vient de passer 2 ans. Il a été expulsé du pays comme des dizaines d'autres Camerounais à l'approche de la présidentielle du 20 novembre. Un retour amer pour ces émigrés qui rêvaient d'un Eldorado économique en Guinée équatoriale et qui sont revenus chez eux sans rien ou presque. J'avais ce t-shirt et mon pantalon d'une qui est là-dedans et les babouches sans confiance qui sont là. Ce n'est pas facile. Déjà quand on revient à la case de départ, parce que c'est ici que j'ai passé tout mon temps, j'ai fait toutes mes études dans la maison et je suis parti de la maison pour la Guinée équatoriale, puisqu'après les études, le travail dû au Cameroun. Depuis le début de cette nouvelle campagne d'expulsion, 83 ressortissants camerounais ont déjà pu regagner leur pays dans le cadre d'un rapatriement volontaire facilité par les autorités camerounaises. Mais il en reste encore plusieurs centaines sur place. Leur sort préoccupe les militants des droits de l'homme comme Caroline Gobasek. La situation des étrangers en Guinée équatoriale est pourrie, dans le sens où on est en train de les poursuivre comme des animaux. On demande à la Guinée équatoriale de respecter les traités qu'elle a signés. Elle a le droit de mettre qui elle veut dehors, mais en respectant tous les traités internationaux. Les autorités équato-guinéennes affirment que ces expulsions visent les étrangers en situation irrégulière, mais les activistes dénoncent une opération liée à la prochaine présidentielle. Ce nouveau rebondissement au Bénin, finalement, le grand parti d'opposition de l'ancien président Yahi Boni pourra participer aux élections législatives du 8 janvier prochain. La Cour constitutionnelle a donné raison ce jeudi au parti Les Démocrates. Il avait déposé un recours après sa disqualification par la commission électorale. Tout le parti avait été mis hors jeu parce que 4 candidats sur les 218 n'avaient pas de quitus fiscal dans leur dossier. La Cour constitutionnelle a demandé que la Sénat prenne en compte une liste bis. Des nouvelles de Alaa Abdel Fattah depuis le début de la COP27, que ce soit son avocat ou sa famille, personne n'avait eu accès au prisonnier politique le plus emblématique d'Égypte. Cet après-midi, des membres de sa famille ont pu le voir. Il a arrêté sa grève de la faim, mais reste extrêmement fragile. Au Caire, la correspondance d'Edouard Ropsi. C'est un Alaa Abdel Fattah extrêmement affaibli qu'ont pu voir sa mère, sa tante et sa sœur ce jeudi après-midi à la prison de Wadi Natroun. C'était la première visite depuis le 24 octobre. Lors d'une conférence de presse, elles ont expliqué à quel point il était amaigri et affaibli. Donc, depuis plus de 7 mois, Alaa Abdel Fattah avait commencé une grève de la faim. Dès le début de la COP27, il avait même arrêté de boire. C'est pour cela que les autorités pénitentiaires l'ont alimenté artificiellement. Dans son récit, sa famille raconte aussi à quel point il s'est mis en danger, il s'est frappé la tête contre les murs, passant très très proche du coma. Et s'il s'est remis à s'alimenter, Sana, sa sœur, se dit quand même extrêmement inquiet pour lui. Maintenant, nous ne sommes plus inquiets pour sa santé physique, même s'il a l'air fragile, mais plus pour sa santé mentale, qui est très instable. La manière dont ils opèrent à la prison est très cruelle. Ce n'est pas forcément le personnel, mais les ordres qui leur sont donnés, qui sont très cruels et stricts. Depuis le début de la COP27, les chefs d'État se sont succédés auprès du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi pour demander sa libération, mais cela n'a aucun effet. Sa sœur se dit extrêmement déçue par ses personnalités politiques et dit ne faire plus confiance à personne, et sûrement pas à la Grande-Bretagne, dont il a pourtant la nationalité.
La COP27 touche presque à sa fin et les préoccupations autour du réchauffement climatique demeurent. Parmi les grands dossiers, celui de l'agriculture. L'autosuffisance alimentaire fait partie des grands débats, surtout depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, grenier du blé. L'agriculture est l'un des secteurs les plus polluants et en même temps l'un des plus impactés par le réchauffement climatique. Pour en parler, notre invité Amath Patesséné, expert des questions de changement climatique pour l'Afrique de l'Ouest au FIDA, le Fonds international de développement agricole. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, l'agriculture est responsable, je le disais, de plus du quart des émissions de gaz à effet de serre. Comment aider le continent africain à produire plus pour nourrir sa population tout en produisant plus propre, plus durable? Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Et il est important de rappeler qu'aujourd'hui, malgré donc ces statistiques sur le réchauffement climatique, contribue à moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Donc l'agriculture en soi n'est pas forcément les émissions ne sont pas en soi la priorité pour l'Afrique, mais c'est beaucoup plus l'adaptation, puisque actuellement la majorité des gens qui sont dans l'agriculture, c'est des petits producteurs qui sont extrêmement vulnérables au changement climatique et qui produisent un tiers de l'alimentation mondiale. Ces derniers, la majorité en Afrique, c'est 80%. Et c'est les clés de la sécurité alimentaire, mais malheureusement, c'est eux qui font les dégâts des différentes crises, Covid, la crise actuellement ukrainienne, mais également tout ce qui est crise économique. Et la majorité de ces populations, aujourd'hui, ne reçoivent que 1,7% de la finance climatique. Donc, en soi, en termes de justice climatique, qui n'ont pas créé, qui n'ont pas les capacités de s'adapter, au cœur des débats, il y a donc l'adaptation sur la table. Et aujourd'hui, récemment au Nigeria, 1,2 million de personnes déplacées avec les inondations sur la corne de l'Afrique de l'Est. Donc, un certain nombre de communautés également qui sont affectées par les crises successives dans le Sahel. Et ça fait beaucoup qui, aujourd'hui, donc fait le narratif des leaders africains au niveau de la COP, mais également tous ceux qui les appuient, particulièrement ceux qui produisent. Et là, si on ne fait rien dans à venir avec bien sûr les projections climatiques. Si on ne sort pas avec un accord, en tout cas d'ici demain soir, malheureusement, il y aura des pertes sur les rendements qui peuvent aller de 10 jusqu'à 50% à l'horizon 2050. Alors, certains pays ont choisi de passer aux OGM. C'est le cas du Sénégal ou, on en parlait hier, du Kenya. Craignez-vous que de nombreux pays soient obligés de faire ce genre de choix pour éviter la famine ? Alors, le choix des OGM, c'est en fait un choix des pays, donc pas forcément le choix de l'institution que je représente. Donc, c'est vraiment un choix pour chaque pays. Et aujourd'hui, on peut produire plus et mieux, sans peut-être pour autant passer par les OGM, mais il faut faire de l'agriculture durable, résiliente, et avec bien sûr des technologies adaptées, produire en culture hors saison et utiliser des techniques simples. Ça peut être également des techniques endogènes qui sont comme des techniques connues de l'agroforesterie, mais aussi de l'irrigation goutte à goutte dans des zones où la ressource en eau peut être mobilisée. Donc tout ça pourrait être fait pour pallier bien sûr aux pertes de rendement, mais pouvoir bien sûr augmenter les productions et nourrir les populations africaines. Et donc ça, c'est avec l'adaptation et également les techniques d'atténuation et de modernisation de l'agriculture. Alors, très rapidement, l'Union européenne a promis 1 milliard d'euros aux pays les plus impactés par le réchauffement climatique. N'est-ce pas un peu dérisoire ? Alors, dérisoire, puisque actuellement en Afrique, les besoins d'ici 2050 et annuellement, c'est 50 milliards. Donc, on est très loin. Il y a eu beaucoup de promesses. Et donc, c'est des promesses, bien sûr, de 100 milliards depuis l'accord de Paris en 2015. Jusque-là, on est très, très loin. Et donc, de COP en COP, je pense que la discussion aujourd'hui, c'est vraiment comment tenir ces promesses-là et faire de sorte que ça soit une réalité. Donc, c'est bienvenu les 1 milliard donc, de l'Union européenne, mais je pense que les besoins sont encore plus importants, surtout dans une Afrique où il y a eu quand même actuellement sur la table, on parle donc des pertes aux dommages à la COP pour qu'on puisse payer lorsqu'il y a des dommages et des pertes engendrées par ces changements climatiques des pays riches vers les pays pauvres. Donc, à ce jour, maintenir en tout cas le réchauffement à 1,5, c'est sur le texte, c'est déjà une bonne chose sur le draft, mais l'adaptation doit être également au cœur. Les pertes et dommages ont été donc le sujet des discussions et nous osons croire que d'ici demain,
il y aura bien sûr donc des accords là-dessus. Merci beaucoup Amat Pathé Sène, expert des questions de changement climatique pour l'Afrique de l'Ouest au FIDA. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.